Un convoi russe de 120 véhicules citernes se déplaçait sur un itinéraire soigneusement planifié. Le commandant du convoi était convaincu que les véhicules, repeints pour ressembler à des camions-citernes civils transportant du lait et de l'eau, n'éveilleraient aucun soupçon. Pourtant, un drone de reconnaissance ukrainien tournait déjà au-dessus d'eux, et l'ensemble de l'itinéraire du convoi était connu de l'adversaire à l'avance. Ce qui se passa ensuite bouleversa complètement la conception de la façon dont la guerre est menée au XXIe siècle. Ce n'est pas une histoire de supériorité en effectif ou en nombre de chars. C'est une histoire sur la façon dont quelques petits drones valant chacun quelques milliers de dollars ont pu arrêter une colonne pesant plusieurs tonnes, détruire des réserves de carburant valant des millions et perturber toute la chaîne logistique d'une région entière. Analysons ce combat étape par étape. À 10h, heure locale, une colonne de 120 véhicules citernes russes quittait Rostov en direction de la Crimée via Mariupol. Tout avait été pensé, des véhicules militaires repeints, camouflés en transport civil pour le lait et l'eau. Le commandant du convoi considérait le plan comme quasi parfait, mais le camp ukrainien connaissait déjà l'ensemble de l'itinéraire. Au-dessus de la colonne, le drone de reconnaissance LIA-100 tournait silencieusement. Grâce à la caméra optique, les opérateurs repérèrent devant eux un pont endommagé. La chaussée se rétrécissait, les véhicules étaient contraints de ralentir et de se serrer en une file étroite, un endroit idéal pour une attaque. La colonne ne transportait pas seulement du carburant. Elle était l'artère vitale des bases russes, des équipements de combat et des systèmes de défense en Crimée. Tout se déroulait selon le plan. Mais exactement 3 minutes plus tard, le chasseur devint la proie. Chaque fois que le LIA-100 transmettait des images à la station au sol, il émettait des impulsions électromagnétiques dans les terres. Le système russe de reconnaissance électronique commença à les intercepter. Au début, les signaux semblaient aléatoires, mais lorsqu'ils se répétèrent encore et encore depuis le même point, le tableau devint clair. Le radar de contre-batterie de nouvelle génération, Yastreb AW, enregistrait chaque transmission et calculait des lignes de relèvement. Une ligne ne dit rien. Mais lorsque plusieurs lignes se croisent en un point, ce sont déjà des coordonnées. 2 minutes plus tard, l'artillerie russe ouvrit le feu. Les obus couvrirent la zone de contrôle des drones ukrainiens. Les opérateurs prirent conscience de leur erreur principale. Ils avaient émis depuis la même position pendant plus de 5 minutes. Sur le champ de bataille moderne, c'est l'équivalent de dessiner une croix rouge sur la carte de l'adversaire. Les Russes ont leur propre terme pour cela, la reconnaissance par le feu. Il n'est pas nécessaire de voir la cible. Il suffit d'intercepter le signal, de calculer les coordonnées et d'ouvrir le feu. Après le premier tir d'artillerie, les opérateurs ukrainiens comprirent qu'une transmission vidéo continue n'était plus possible. Le drone LIA-100 passa en mode autonome en utilisant l'intelligence artificielle. L'algorithme embarqué identifia la colonne de manière indépendante, prit en charge la cible et continua la poursuite sans ordre constant depuis le sol. La signature électromagnétique diminua immédiatement. Le Yastreb AW perdit la source de signal stable. Mais à peine les Ukrainiens croyaient-ils avoir échappé au contrôle radar qu'une nouvelle menace apparut. Par le nord s'approchait le drone de reconnaissance russe Orlan 30, équipé de caméras thermiques. Sa mission était de trouver le groupe de commandement ukrainien et de transmettre des coordonnées précises pour un tir d'artillerie. L'équipe ukrainienne avait 2 options, continuer à observer la colonne en prenant le risque d'être détecté ou masquer les signatures thermiques et perdre temporairement le contact visuel. Ils choisirent de disparaître. L'équipement fut éteint, les batteries et les émetteurs cachés, chaque soldat s'allongea au sol sous des couvertures thermiques et des filets de camouflage. La station au sol disparut pratiquement de l'écran thermique, mais avant de se taire complètement, l'équipe devait transmettre les données de ciblage au groupe d'attaque situé à quelques kilomètres. Une communication radio ordinaire aurait signifié que 2 émetteurs fonctionnaient simultanément. Une double trace électromagnétique, 2 marqueurs sur la carte du Yastreb AW. C'est pourquoi une autre méthode fut utilisée. L'intelligence artificielle embarquée du drone comprimait toutes les données en un minuscule paquet numérique. Coordonnées GPS, vitesse de la colonne, direction du vent, moment d'attaque optimal. Le paquet fut transmis sous forme d'une brève impulsion sur la fréquence 433 MHz, une bande à laquelle la Russie accorde une attention minimale lors de la surveillance du contrôle des drones. La transmission entière dura une demi-seconde, trop courte pour que le Yastreb AW en détermine la source, trop bien chiffrée pour être décodée immédiatement. Le groupe d'attaque reçut tout ce dont il avait besoin pour l'assaut. Le pont endommagé contraignit les 120 véhicules citernes à se mettre en file et à ramper sur les dalles de béton brisées. Si l'on frappe un camion-citerne au milieu du pont, les explosions secondaires peuvent atteindre les véhicules à l'avant et à l'arrière, transformant tout le passage étroit en une chaîne de feu et de détonation.
Mais l'Ukraine n'avait que 8 minutes avant que la colonne ne quitte le pont. À 10h35, le groupe d'attaque lança les premiers drones FPV. Chaque drone portait une ogive à charge creuse et avait une autonomie de vol de 7 minutes. Jusqu'à la cible, 5 minutes. Cela semblait simple. Mais les Russes ne laisseraient jamais une telle colonne se déplacer sans couverture. La première ligne de défense, la guerre électronique. Avec la colonne se déplaçait un camion équipé du système de guerre électronique R-330 Chitel. En termes simples, c'est une immense tour radio qui fonctionne à l'envers. Au lieu de connecter des appareils, elle noie toute la zone dans un bruit électronique. Le système brouillait le GPS, le GSM et les fréquences de contrôle standard des drones. Imaginez, un opérateur FPV essaie de chuchoter une commande via un petit émetteur radio, tandis qu'à côté 1000 haut-parleurs hurlent à plein volume. Le signal ne disparaissait nulle part, personne ne pouvait simplement l'entendre. L'image à l'écran commença à trembler. La vidéo chuta de 60 images par seconde à 15, mais les drones FPV ne s'en tenaient pas à une seule fréquence. Leurs modules radio programmables commencèrent à sauter entre les canaux et à pénétrer dans des bandes non standards en dehors des plages que le Chitel était configuré à brouiller en priorité. Le signal revint, flou avec des retards, instable, mais suffisant pour que les opérateurs puissent continuer à contrôler. Lorsque le groupe entra dans la zone à moins d'1,5 km du pont, le système de guerre électronique augmenta sa puissance. L'image se figea, se fragmenta en blocs de parasites et disparut. Dans un scénario normal, cela aurait signifié la fin de la mission. Mais ces drones avaient encore un autre niveau de guidage. Dès que la connexion avec le pilote fut interrompue, le module de vision par ordinateur embarqué s'activa automatiquement. L'intelligence artificielle commença à traiter l'image de la caméra, à rechercher les silhouettes des véhicules citernes, la surface du pont et la file étroite de véhicules. Le système de guerre électronique pouvait aveugler l'opérateur, mais pas annuler la décision déjà codée à l'intérieur du drone. Puis apparut la deuxième ligne de défense. Des drones intercepteurs russes, des drones légers sans ogive, plongeaient d'en haut pour percuter les FPV ukrainiens et faire détonner leurs ogives. Ils étaient plus légers, plus maniables, et la plongée leur conférait une vitesse supplémentaire. Les collisions se succédèrent. Certains drones ukrainiens furent détruits. Mais les opérateurs ukrainiens comprirent rapidement la logique de l'attaque. Les drones intercepteurs ne pouvaient plus modifier leur trajectoire en plongée. Soit ils touchèrent leur cible, soit ils s'écrasaient au sol. Lorsque le groupe suivant de drones intercepteurs amorça sa plongée, les opérateurs coupèrent complètement la poussée au dernier moment. Sous le poids de l'ogive, les FPV descendirent immédiatement et quittèrent la trajectoire de collision. Les drones russes passèrent à plus de 180 km/h et s'écrasèrent sur le remblai routier. Puis les Ukrainiens tendirent un piège. Une partie des FPV accéléra brusquement en direction du convoi, imitant une attaque finale et attirant tous les drones intercepteurs sur eux. Le second groupe ralentit et se plaqua au sol, simulant des drones aux batteries vides. Les Russes les ignorèrent et se précipitèrent sur le premier groupe. 30 secondes plus tard, le premier groupe fit demi-tour à 180 degrés. La collision frontale des deux formations détruisit presque tous les drones intercepteurs, et le second groupe rampait silencieusement le long du remblai routier à moins d'1 mètre d'altitude. La troisième ligne, l'infanterie. Des soldats russes ouvrirent le feu avec des fusils d'assaut et des fusils à pompe directement sur les drones qui approchaient, tentant d'ériger un mur de balles devant la formation. 3 impacts endommagèrent des FPV. L'un commença à pencher, un autre avait la coque perforée, sur le troisième, une balle traversa la batterie. La tension commença à chuter. Mais c'est précisément le vol chaotique des drones endommagés qui rendait leur trajectoire imprévisible, viser devenait encore plus difficile. À 10h42, le premier FPV frappa un véhicule citerne au milieu du pont. L'ogive à charge creuse perça la paroi du réservoir. Les vapeurs de carburant s'enflammèrent. Une colonne de feu s'éleva haut dans les airs. Une onde de choc déferla sur le pont. Le camion citerne touché se renversa et bloqua le passage. Le deuxième drone frappa l'endroit où plusieurs véhicules citernes étaient entassés sur la section étroite du pont. Le feu se propagea à la colonne en quelques secondes. Les véhicules au milieu du pont ne pouvaient ni avancer ni faire demi-tour. Les pneus éclatèrent d'âme sous la chaleur. Les vannes et les conduites de carburant furent détruites, libérant davantage de vapeur inflammable dans le feu. Le troisième FPV était presque à court d'énergie. L'intelligence artificielle maintint la cible dans son champ de vision jusqu'au dernier moment. Le moteur s'arrêta à 50 mètres du pont, mais l'élan fut suffisant. Le drone frappa un véhicule citerne sur le côté du pont, là où s'étaient accumulés les véhicules qui avaient réussi à traverser.
La troisième explosion ferma l'étau. Le pont était bloqué aux deux extrémités et au milieu. La colonne était coupée en morceaux. Les véhicules à l'avant s'enfuirent. Les véhicules à l'arrière ne pouvaient pas bouger. Les camions-citernes sur le pont brûlaient. Mais les conséquences réelles vont bien au-delà des véhicules brûlés. Lorsqu'une route d'approvisionnement en carburant est bloquée, tout le système logistique derrière elle commence à s'effondrer. Les chars, les véhicules blindés, l'artillerie et les camions de ravitaillement ne reçoivent pas de carburant à temps. Les forces mécanisées sans carburant perdent leur mobilité, et les équipements immobilisés se transforment en cibles fixes. En Crimée, des réserves limitées obligent à prioriser les forces militaires et les services de secours. Les civils font la queue aux stations-service, les prix augmentent et l'alimentation électrique est interrompue. C'est précisément l'objectif de l'Ukraine. Pas d'assaut direct sur la péninsule, mais la destruction systématique des routes, des lignes ferroviaires et des corridors maritimes qui transforment progressivement la Crimée d'une forteresse militaire en une enclave logistiquement isolée. C'est précisément là que réside la force de la guerre asymétrique. Quelques drones valant quelques milliers de dollars ont détruit du carburant et des équipements valant des millions, arrêté un convoi, bloqué un pont et perturbé l'approvisionnement d'une région entière. Les drones FPV n'avaient pas assez d'énergie pour revenir, mais c'était suffisant pour changer le cours de l'opération. Selon vous, quel a été le moment décisif de cette attaque, l'intelligence artificielle autonome, la manœuvre de l'heure contre les drones intercepteurs ou le choix précis du goulot d'étranglement sur le pont? Écrivez votre avis dans les commentaires. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce en l'air. À la prochaine épisode.